Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Fabien, bonjour Isabelle. Bienvenue pour ce nouveau mardi de l'Agri, ce nouveau rendez-vous consacré ce matin à la Thaïlande. Ces mardis de l'Agri, comme vous le savez, nous les faisons en partenariat avec le salon SPACE. Donc merci aux responsables du salon pour cette collaboration et ce partenariat sur ces mardis de l'Agri qui vont s'étaler jusqu'à la fin de l'année. Donc ce matin, la Thaïlande. Comme chaque mois, on va vous proposer donc de mettre en lumière les opportunités d'affaires et de partenariat en vous dressant un panorama détaillé sur le marché de l'élevage en Thaïlande. On va voir ces différentes filières, l'aquaculture également, et les différents points clés majeurs que vous devez connaître pour bien aborder le marché. Donc, on va parler de génétique, d'alimentation animale, de bien-être animal, d'équipement et de besoins qu'il y a dans les fermes et dans les bâtiments d'élevage. Il y a des opportunités également en agritech. On va balayer tout ça ce matin. Fabien nous fera aussi un petit point sur les us et coutumes, comment bien faire du business avec la Thaïlande. On va vraiment aborder de manière générale, mais néanmoins pragmatique, tous les points essentiels que vous devez avoir en tête pour bien aborder le marché de l'élevage et de l'aquaculture en Thaïlande. Alors, ce webinaire, comme d'habitude, c'est un moment privilégié pour vous. C'est votre moment, donc n'hésitez pas à prendre la parole tout au long du webinaire pour poser vos questions. C'est un moment privilégié où vous avez un expert en face de vous, là Fabien ce matin en l'occurrence, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à nous évoquer vos problématiques, que vous soyez primo-exportateur sur le marché ou que vous ayez déjà des courants d'affaires. N'hésitez pas à partager vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Personne mieux qu'un entrepreneur sait parler à d'autres entrepreneurs, donc c'est vraiment important ce partage de connaissances et d'expériences entre vous. Alors certes, nous ne sommes pas en présentiel, mais on peut essayer néanmoins de networker pendant ce webinaire, donc n'hésitez vraiment pas à échanger et à prendre la parole. Vous pouvez le faire soit par écrit avec le petit module questions-réponses, soit oralement. Il suffit pour ça de lever la main et j'activerai vos micros pour que vous puissiez vous exprimer oralement. Donc encore une fois, j'insiste lourdement peut-être sur ce point, mais n'hésitez vraiment pas à prendre la parole tout au long du webinaire. On n'attendra pas la fin pour le temps de questions-réponses. J'aimerais vraiment que ce soit interactif et dynamique, donc on prendra les questions au fil de l'eau lorsque vous les poserez au fur et à mesure des différents points que l'on va aborder ce matin. Alors, notre intervenant ce matin, vous le connaissez peut-être déjà pour certains d'entre vous. Donc, notre intervenant est Fabien Marron. Il est associé dirigeant de la société STPI, qui est l'un de nos prestataires agréés du réseau BCI sur le Vietnam. Fabien, je te laisse te présenter très brièvement. Bonjour à toi et puis peut-être présenter l'équipe de STPI. Oui, bonjour. Alors, donc, STPI, peut-être que certains nous connaissent sous le nom de Eridance, une société qui a été créée par Roland Poupon, c'est le premier monsieur en haut à gauche. A été créée il y a plus de 30 ans et on a accompagné des entreprises bretonnes depuis 1999. Donc, on a dû faire 100 à 200 accompagnements sur la période. On est spécialisé en agri-agro sur la Thaïlande. De toute façon, on évoquera aussi ce point au fur et à mesure, mais il y a deux entreprises parmi les inscrites ce matin qui avaient coché en s'inscrivant le souhait d'avoir un rendez-vous, une visio avec Isabelle et puis Fabien. Donc, on va organiser ça tout de suite après le webinaire. On vous recontactera pour voir avec vous quels sont les créneaux qui sont opportuns et pour chacun d'entre vous. Si pendant le webinaire, vous souhaitez à la suite de ce que l'on va évoquer, avoir aussi un rendez-vous, c'est tout à fait possible. C'est très facile d'organiser des échanges post-webinaire. Donc là encore, n'hésitez pas à nous faire remonter l'information, soit à Isabelle, soit à moi. Alors, comme le veut la tradition, je vais vous passer la petite vidéo qui présente BCI. Ça dure 4 minutes. Je vous remercie pour votre attention. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international ? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non.
Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export par la sensibilisation et l'information avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarchés, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde lié au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Merci pour votre attention. Un petit mot sur BCI Info, donc pas de panique sur la prise de notes pendant le webinaire de ce matin. Comme d'habitude, je vous enverrai un lien qui vous permettra de retrouver le contenu de la présentation qui va vous être faite ce matin, agrémenté de quelques notes que nous aurons prises, Isabelle et moi, et puis de choses que l'on pourra développer oralement et que je pourrai, grâce auxquelles je pourrai compléter certaines diapos de cette présentation. Donc, vous retrouverez tout sur BCI Info. Le webinaire est également enregistré, donc il y aura un podcast disponible lui aussi sur la plateforme BCI Info d'ici une quinzaine de jours. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce mardi de la grille Thaïlande, je vais vous lister brièvement les différents points que l'on va aborder ensemble ce matin. Donc, tout d'abord, Fabien va nous faire une petite intro sur le marché de l'élevage en Thaïlande, un panorama général. Ensuite, on va faire des focus sur chaque filière, volaille, porc, bovin, lait, aquaculture. Et enfin, on parlera de tous ces points importants réglementaires
concernant l'enregistrement produit notamment, et puis un petit point de conclusion à la fin de la prise de parole de Fabien. Je te laisse la parole, Fabien. Merci. La Je peux juste revenir scène sur est la à toi. première photo. Si tu peux revenir sur la slide photo. Un peu, voilà. Ah, voilà, bienvenue en Thaïlande. Bon, à défaut de pouvoir venir avec le Covid, ça fait un petit peu envie, je suis pas très gentil. Elle est où ta maison, donc, Fabien? non, c'est pas ici. Là, c'est un paysage rural, je vais le montrer parce qu'il est vraiment typique de ce qu'on peut voir dans la campagne thaïlandaise. Donc là, on est dans la plaine centrale, c'est très vert, on est sur un climat semi-tropical, abondance de l'eau, abondance de sol assez riche, et finalement une campagne assez peuplée, avec des petites villes comme ça, moyennes, qui sont très orientées sur la production agricole et sur l'élevage. Donc c'est une vue assez typique que je voulais partager avec le temple, voilà, parce que c'est un pays bouddhiste. Donc ça résume assez bien, je pense, le pays. Voilà, on peut passer ensuite. Alors, si peut-être sur la géographie, ou la carte suivante, voilà. Donc les plateaux de l'Isan, donc dans l'est de la région, du pays, sont beaucoup plus arides quand même que la photo qu'on a vue. Et dans le nord du pays, donc Chiang Mai, Chiang Rai, et puis on est plutôt sur un paysage un peu plus montagneux, sans aller très très haut. Et dans le sud, on est plutôt sur des paysages côtiers, donc c'est plutôt de la plantation. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes types de culture et de production. Sinon, la Thaïlande, ça peut correspondre finalement à la France en termes de superficie, en termes d'organisation, avec Bangkok qui est très centralisateur, comme on a avec Paris. Un secteur agroalimentaire finalement très développé, avec de l'export, et une économie dans la région qui se retrouve assez motrice avec les pays voisins, notamment sur ses voisins directs. C'est une économie de premier plan. Voilà, donc si on prend le PIB en parité de pouvoir d'achat, on arrive à 18 000 $ par an. Donc les gens vivent assez correctement, même si effectivement on a des écarts de richesse très très importants. Je crois que de mémoire, on était à peu près, c'était les 50 familles les plus riches qui possédaient presque 60% des richesses du pays. Donc c'est un écart assez significatif, mais en tout cas, la pauvreté existe, mais ce n'est pas non plus flagrant comme on peut le voir dans les pays. Voilà. Le problème des campagnes, c'est principalement la démographie. Donc, il y a 10 ans d'écart en âge moyen entre la population nationale et la population dans les campagnes. Donc, il y a un grand nombre de petits élevages, en fait, qui sont plutôt presque du backyard, voire un peu plus élaborés, mais ce sont des élevages de taille très, très modeste qui donnent des revenus aux familles. Mais quand les enfants vont reprendre, sans doute les choses vont changer. Donc ça, je vous ai mis les pyramides des âges à 2020 et 2030. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit tout à fait l'impact très significatif en 30 ans de ce changement démographique. Donc les conséquences, ce sont l'immigration. Aujourd'hui, déjà, il y a plus de 3 millions de travailleurs immigrés birmans, laotiens, cambodgiens, qui sont très très utiles au pays. La mécanisation, donc dans les plaines centrales où ça a été possible, la mécanisation a été déjà opérée. Et dans les remords des terres, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut observer déjà dans certains types de cultures, notamment en agriculture. Donc finalement, on a cette idée d'une concentration, oui. On a cette idée d'une concentration des élevages, et aujourd'hui, un élevage, ça ressemble plutôt à ça en Thaïlande. C'est des bâtiments totalement fermés, avec des systèmes de contrôle du climat, avec des forêts plantées autour des fermes pour assurer une certaine biosécurité. Donc, ils ont intégré tous ces schémas-là dans leur choix de système de production. Et c'est aujourd'hui ce qui génère la majorité de l'élevage en termes de volume. Donc, effectivement, le nombre de fermes est beaucoup plus restreint par rapport aux millions de petits fermiers. Donc, pour vous donner une idée de l'ensemble de ce qui est produit dans le pays, j'ai rassemblé ces quelques chiffres sur la production de viande avec le tonnage en aliments nécessaires pour les produire. Donc, la filière poulet de chair, qui est évidemment très importante en Thaïlande, le porc charcutier, qui sert le marché domestique, mais c'est aussi important, le bœuf, sans surprise, dans un pays bouddhiste, on en produit beaucoup moins.
le lait de vache, enfin la filière lait qui en tout cas est en train de se transformer et qui est en plein développement. Pareil pour les œufs de poule, des transformations qu'on va voir un peu plus en détail. Et sur la partie agricole, donc la principale production, c'était les crevettes, il y a quelques années, jusqu'en 2012. Ça, c'est 600 000 tonnes seulement, les crevettes, enfin, à elles seules, pardon. Donc, des problèmes d'épidémie qu'on va voir plus tard dans l'implantation, mais des cultures qui restent encore très importantes avec de l'export, et des cultures domestiques comme le tilapia, poisson-chat et autres espèces de poissons qui sont plutôt pour le marché domestique. Voilà, donc c'était pour un aperçu. Je ne sais pas si on va peut-être rentrer dans le détail des sujets avant de... Oui, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Encore une fois, n'hésitez pas à intervenir au fil de l'eau. Donc, on va commencer par la filière avicole. Très, très développée. Voilà. Ça va être la plus grosse partie, si je ne m'abuse, de la présentation de ce matin. Est-ce que tu souhaites que je te donne la main, Fabien, pour que tu actives toi-même les diapos? Ce sera peut-être plus facile ou pas? Oui, je peux faire ça. Si tu veux faire ça. Je peux faire ça. Hop, ça y est. Normalement, tu as la main. Click to start the remote. Hop. Donc là, ça marche. Bon, ok, très bien. Donc ça, c'est un élevage classique. On est dans un bâtiment, ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure en longueur, poulet de chair. Donc vous voyez un peu différents types d'automatismes hein, pour les mangeoires, pour les eaux de boisson. Vous pouvez voir de la ventilation dans le fond du bâtiment. Alors, est-ce que j'ai le droit? Non, j'ai toujours pas le droit au petit point rouge, mais c'est pas grave, je vais prendre la flèche. Hop. Donc, vous pouvez voir les différents équipements qui sont à l'intérieur du bâtiment. C'est assez typique, hein. Il est peut-être un petit peu mieux que la moyenne, mais il n'est pas un peu plus propre pour la photo, on va dire. Mais c'est pas très différent finalement de ce que vous allez voir en une condition classique pour les poulets de chair. Alors, est-ce que je peux... J'ai pas l'impression que je peux toucher. Ah, ça allait plus vite que je pensais. Okay. Voilà. Donc, je vais présenter ici la pyramide de la filière, donc avec la génétique des reproducteurs, des parentaux et la production. Donc, je vais présenter ça sur les filières où on a suffisamment de matière pour détailler. Donc, la filière poulet de chair, c'est 2,1 millions de tonnes de viande par an, dont 60% part à l'export. Donc, c'est quand même significatif pour le pays. Ça représente presque 300 000 millions de têtes dans le cheptel et 40 millions de poussins de 1 jour par semaine. Donc pour ça, il nous faut à peu près 11 millions de parentaux et un peu moins d'1 million, enfin 750 000 de grands parentaux. Alors dans cette filière, alors j'ai précisé d'abord les notions d'intégrateur. Je pense que vous avez une idée de qui sont CPI, Betagro et Thai Food Group, mais on va repréciser quand même. Les intégrateurs, dans la définition que j'ai, c'est une entreprise qui va contrôler l'amont et l'aval de la filière, et notamment des étapes clés de la filière de la chaîne de valeur. Et ils vont déléguer une partie des étapes qu'ils considèrent comme étant non essentielles. Alors, dans le cas là, c'est la production en elle-même qui va être sous-traitée avec des formats qu'on appelle le contract farming. Donc, comment ça se passe? C'est un investisseur qui va vouloir se mettre sous contrat avec, par exemple, CPI. Il va acheter un projet clé en main ou presque avec des fournisseurs identifiés par CPI pour les bâtiments, les équipements, les intrants, la conduite d'élevage. Donc, il doit respecter ce qui est des charges et en échange, il a, je dirais pas une assurance, mais en tout cas, il a des débouchés commerciaux assurés avec les usines de CPI pour la transformation des viandes. Donc, ce modèle est l'avantage pour CPI d'externaliser une partie de la chaîne de valeur qui n'est pas forcément la plus importante pour eux. Et surtout, ils peuvent bénéficier d'un effet de levier sur le financement extérieur, c'est-à-dire de l'investisseur avec ses banques, et non plus de CPI. Donc, c'est un système qui fonctionne bien en Thaïlande. On parle toujours de CPI, mais il n'y a pas que qui le font, il y en a d'autres. Et ce que j'appelle indépendant, ça va être des fermes commerciales qui ne sont pas dans ce schéma de contract farming, qui proposent leurs produits à des fermes sans condition autre que le fait d'acheter les produits.
Voilà, si on veut simplifier ces deux définitions, c'est toujours un peu compliqué de savoir quels sont les chiffres intégrateurs, puisqu'on a toujours ce mélange de sous-traitants plus usine en propre, ferme usine en propre. Mais on peut estimer que voilà, 90% de la partie génétique est contrôlée par 80-90% est contrôlée par des grands opérateurs, et ce chiffre diminue avec la production. Voilà. On a une question, Fabien, une question de Christina. Oui. Alors, je ne sais pas s'il s'agit, je pense que ça a un rapport avec la filière avicole. Christina demande quel est le type de litière qu'on retrouve en Thaïlande. On va aborder ça plus en détail au fur et à mesure qu'on va détailler la filière. Il s'agit bien de la filière avicole, hein, Christina, parce qu'on va balayer les différents élevages. Donc, on va répondre à la question plus tard. Ok, oui, je pense que j'ai des photos qui vont être un peu plus précises sur le sujet. C'est pour ça que je proposais d'attendre un petit peu. Ok. Je te laisse passer les slides si tu veux. Voilà, donc ces entreprises qui appartiennent à ces grands groupes, qui vont proposer la génétique, qui vont proposer les bâtiments, qui vont proposer les équipements. Donc, il y a cette infrastructure, cette organisation d'entreprise pour servir ces entreprises au contrat. Voilà. OK. Alors, est-ce que ça a marché? Normalement, tu as la main, c'est bon. Bon, avec les flèches, c'est plus simple. Donc, le poulet de chair est principalement produit autour des grandes villes. Donc, on voit autour de Bangkok, on voit un petit peu dans Chiang Mai au nord, et puis à Chiang au sud. La concentration autour de Bangkok et Chonburi aussi est très importante parce que c'est pour l'export, à côté des ports, pour pouvoir expédier. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur la typologie des fermes? C'est que les 5% des plus grandes fermes produisent 50% du volume de la production nationale. Donc, c'est pas tout à fait binaire, mais on va dire qu'une grande partie de cette production va à l'export et le reste sert le marché domestique. Une fois de plus, c'est pas aussi simple que ça, mais dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Sur les indicateurs de la production, ce qui s'est passé récemment ces dernières années, c'est que le poids moyen a augmenté. Il était un peu plus faible auparavant. Et de fait, le nombre de jours a augmenté également. Donc, c'était une des petites évolutions notables sur ces dernières années. Concernant les intégrateurs, Fabien, étant donné qu'ils fournissent la chaîne de A à Z, l'amont et l'aval, est-ce qu'il y a une place pour nos entreprises bretonnes pour devenir fournisseurs de ces intégrateurs-là, ou c'est complètement bouché puisqu'ils sont autonomes en fait du début à la fin de la filière? Comment ça marche? Alors, si vous voulez vendre à ces intégrateurs-là, ils ont une sorte, c'est un peu comme un supermarché. Ils ont des listes de référencement de produits. Et il faut rentrer dans ces listes de référencement avec des comités d'achat qui vont décider quel produit est meilleur qu'un autre. Et par contre, c'est très concurrentiel puisque c'est le monde entier qui se précipite chez ces gens-là. Puisque les volumes sur ces... En fait, il y aura une liste très restreinte de produits par catégorie de besoins. Et donc ça assure des volumes assez importants, mais par contre, pour entrer, c'est des conditions tarifaires et des conditions et des produits de très haute qualité pour y arriver. Mais effectivement, je pense qu'il y a des gens qui savent faire en Bretagne. Tant qu'on a parlé de référencement, par exemple, ils sont très en pointe sur tout ce qui est... ils aiment bien s'aligner sur les standards des pays vers lesquels ils vont exporter la viande. Donc, par exemple, sur les désinfectants, si vous avez des certificats d'EFRA pour l'Angleterre, c'est quelque chose qui leur plaît parce que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser comme argument de vente ensuite pour dire que le désinfectant a été certifié en Europe. Donc, on travaille avec les bons produits. Ça répond à la question. Oui, merci. D'accord. Une autre question par rapport au bien-être animal. Est-ce que déjà la Thaïlande a évolué dans sa façon de produire justement ces poulets? Est-ce qu'il y a eu des avancées par rapport justement aux pondeuses qui étaient
avant et maintenant qui sont, on va dire, un peu plus en liberté. Enfin, voilà, des grands Oui, ça, changements par c'est rapport au les poules bien-être. pondeuses. On va y venir un petit peu après sur les poules pondeuses, effectivement. En poulet de chair, on reste sur un modèle assez intensif, même si effectivement sur les densités, je vais passer la slide d'après, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai l'impression que quand je clique, ça ne marche pas. Je suis un peu trop loin. Voilà. Donc là, on est chez des reproducteurs, donc chez Petagro. Donc, vous voyez à peu près les équipements qu'ils ont mis. Donc, bon, c'est des fermes un peu haut de gamme, hein, forcément, donc c'est joli. Avec les nichoirs, les perchoirs, enfin, les densités finalement pas si importantes que ça. Ouais. Là, on est chez CP, donc dans les couloirs à nouveau, et avec les nouveaux poussins. Et donc, sur les autres boissons, ce qui a été vraiment le changement sur le poulet de chair, c'est le sans antibiotiques, en tout cas sans antibiotiques solubles. Donc, c'est interdit aujourd'hui de les mettre dans notre boisson en préventif. Donc, alors les autres boissons sont toujours additivées avec différents produits, mais on reste sur la nutrition, on n'est plus dans le secteur, on n'est plus dans les médicamentés. Par contre, on peut toujours utiliser l'antibiotique, mais en curatif, si vraiment il y a un problème sur l'ensemble du bâtiment, ou alors de l'antibiotique, mais par injection. Donc le marché est passé du soluble vers l'injection sur l'antibiotique et en poulet de chair. Et de manière générale, ils sont plutôt dans une politique de réduction de l'utilisation d'antibiotiques. Ils ont réussi à... Ils n'étaient pas convaincus au départ, mais les principaux producteurs, ils pensaient avoir des pertes, mais finalement, ils réduisent un petit peu les densités et ils arrivent à des conduites d'élevage plus faciles, avec moins besoin de médicaments, moins besoin de suivi. Et finalement, c'est presque plus facile à gérer que des productions plus intensives où il y a besoin de plus d'attention sur le plan sanitaire. Voilà. Donc, les infections, on parlait de DEFRA tout à l'heure. Là, c'est un bâtiment de production plus classique, un petit peu moins joli, mais c'est bien fait. On ne voit pas le sol, je suis désolé. Je pensais que moi, il y a un peu mieux le sol. mais je sais qu'il y a des produits qui se vendent en litière pour absorber les odeurs, en plus de la litière, de sa fonction d'absorbant, aussi pour la partie odeur, pour aider les poulets à mieux respirer. Je sais qu'il y a des besoins là-dessus. En tout cas, des applications autres que la fonction primaire de la litière. La litière qui est utilisée, du coup, quelle est la matière des litières dans ces élevages? C'est les absorbants, il y a un peu de tout. En Thaïlande, ils n'ont pas forcément les matières pour, donc c'est importé de Chine, d'Europe. Il y a différentes sources pour ces matières-là. Peut-être un mot sur les systèmes de contrôle de climat à l'intérieur des bâtiments. Donc, ils ont commencé avec des choses très simples comme la température, le flux d'air, etc. Aujourd'hui, ça va un petit peu plus loin dans la prédiction et surtout avec des outils connectés qui permettent de gérer à distance. Le but du jeu, c'est d'avoir le moins possible de personnes qui rentrent dans ces bâtiments, donc pouvoir les contrôler à distance. Donc là, ça peut être aussi un champ si jamais il y a des entreprises dans ces domaines-là pour proposer des services. Alors, je ne sais jamais si... Non, je vais faire la main. Voilà, c'est un bâtiment vide, sans animaux évidemment. Vous voyez un petit peu mieux les installations, les capteurs au plafond, les différents les différents éléments sur les rails, les mangeoires qui ne sont pas encore installés dans le bâtiment. Donc ça, c'est un bâtiment classique, il n'y a pas de choses très particulières. Les bâtiments neufs doivent être à peu près sur ce standard-là quand ils font des bâtiments pour les chairs.
Je voulais montrer cette slide parce qu'elle était assez intéressante. Elle résume un peu l'historique de ce qui s'est passé en Thaïlande sur ces 40 dernières années et comment ils en sont arrivés là. En 2004, ils ont eu le problème de la grippe aviaire qui a décimé la profession et qui a été un événement traumatisant pour la Thaïlande. Ils ont perdu tout leur marché, ils ont eu des interdictions qui ont duré pendant 10 ans pour vendre les produits. Donc c'est un épisode qui les a marqués profondément et qui a vraiment façonné la politique du DLD, donc le département de l'élevage, quant à la prévention des risques et la gestion des épidémies, la biosécurité, les contraintes à mettre en place auprès des entreprises d'élevage. Et vraiment, à partir de ce moment-là, il y a une collaboration importante qui s'est mise en place entre l'État, les services de l'État et les entreprises du secteur pour façonner les normes qui permettent à tout le monde de bien travailler et de ne pas avoir cet événement cataclysmique qui est arrivé à cette époque-là. Donc voilà, la Chine, voilà, c'est 20 ans pour ouvrir le marché chinois, quoi. Donc aujourd'hui, la filière, elle est 2 fois plus haute que le plus haut qu'ils avaient eu en 2003. Voilà. Donc c'est une belle réussite, mais voilà, ils sont très très conscients de la fragilité de tout ça et ouais, la conduite d'élevage devient très très importante. Ça marche. Okay. Ah, trop vite. Avant. Voilà, la biosécurité qui est mise en place à l'entrée des... Ah. Peut-être que tu peux faire, Karen, c'est plus simple. C'est sur moi, ça fait... donc la biosécurité à l'entrée des fermes, la gestion des entrées du personnel, des véhicules, donc tout ça c'est des choses, il y a des marchés pour ça, sur les désinfectants, sur les bains de pieds, sur les systèmes de filtration d'air. Il y a quand même des marchés importants sur ces équipements de biosécurité. Et ce que je disais tout à l'heure sur la prévention des risques en termes d'épidémie, avec toute une batterie de protocoles et de politiques qui ont été mises en place et qui sont appliqués, qui sont répétés, sur lesquels il y a des formations. Donc, je pense qu'ils sont prêts aujourd'hui. Et on le voit sur l'ASF avec les ports. Il n'y a pas d'ASF en Thaïlande, très très peu, en écarts marginaux, alors que tous les pays voisins sont touchés. Ça, c'était pour le port. Hein. Okay. Bon, voilà, c'était la filière poulet de chair. Il y a des questions sur la partie poulet de chair. N'hésitez pas à intervenir. Bon, visiblement, il n'y a pas de questions. Je te laisse poursuivre, Fabien. Le point 2, c'est un petit peu différent. C'est un marché qui ne fait pas 60% de l'export du tout. On est plutôt sur un marché qui fait que du marché domestique. Donc, les problématiques ne sont pas les mêmes. On est sur un secteur qui est une filière qui est beaucoup moins concentrée. Donc, il y a beaucoup plus d'entreprises qui travaillent dans le domaine. Je ne vais pas passer l'écran suivant. Pardon. Ok, merci. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes entreprises pour commencer et les parts de marché sont beaucoup plus équilibrées. Même si effectivement il y a des grosses entreprises qui tiennent, on va dire 60% du marché, il y a quand même une relation entre toutes les entreprises beaucoup plus concurrentielle. Donc on retrouve un peu la même mainmise sur la génétique par quelques entreprises. Donc il y a des quotas sur l'importation de la génétique en parentaux et en grands-parentaux. Mais la répartition entre intégrateurs et fermes commerciales est plus en faveur des fermes commerciales dans ce domaine. Donc là, on est chez Apex, c'est un des principaux faiseurs de la filière. Ils reçoivent leurs grands-parentaux. On voit un petit peu le système de contrôle du bâtiment, la vaccination, pour le trimming pour les becs, les couvoirs et puis la préparation des poussins de un jour pour les clients thaïlandais.
Vous verrez que la présentation à Fabien a mis beaucoup de photos parce qu'à défaut de pouvoir se déplacer dans le pays, et puis je crois que de toute façon, les fermes, hein, tu me le disais hier, ne sont pas accessibles aux visites. Donc Fabien vous a mis plein de photos qu'il a fait lui-même pour la plupart pour bien illustrer les propos et que vous ayez une bonne idée de la manière dont tout est configuré là-bas sur place. Il y a des commentaires particuliers sur certaines photos ici? Très bien. Bon. Passer à la suivante. Donc là, c'est une entreprise, c'est une JV en fait, avec Encaré, un groupe japonais. Donc vous voyez les bâtiments assez modernes qu'ils ont fait, très automatisés, y compris dans la collecte des œufs, et avec des systèmes de contrôle qualité des œufs qui sont produits. Bon, je ne vais pas vous commenter tous les chiffres, mais vous pouvez les lire. Voilà, ça fait partie des investissements un peu plus haut de gamme qui ont été faites sur une entreprise qui vend des œufs plutôt premium, moyenne gamme premium. Là, on arrive sur des élevages qui sont plus classiques, on va dire, plus simples. Il n'y a pas vraiment de technologie ici, c'est que des cages avec un peu de ventilation et encore, je ne suis pas sûr. Alimentation, enfin nourrissage à la main et collecte des œufs à la main également. Un peu de protection pour mieux sécurité, mais pas beaucoup plus. Voilà, ça c'est plutôt ce qu'on va retrouver quand même à l'intérieur du pays pour le marché domestique. Ici, on est plus. Ouais, bon. Après, on va un peu plus sur des choses encore plus petites, mais qui existent aussi en nombre. Voilà, des poulaillers beaucoup plus simples dans les provinces, plutôt à la campagne, où voilà, ça va être des choses très très simples, parfois avec des cages ou même parfois sans cage, et c'est simplement un poulailler assez basique de basse-cour. On a une question de Juliette qui demande quel est le ratio entre les poules pondeuses en cage et les élevages classiques, on va dire. Le sans cage, ça représentait 1% de la production, on va dire, commerciale. Les basses-cours, c'est compté à part dans leurs chiffres, mais si on intègre les basses-cours, on doit être à peut-être 20% de basses-cours. Mais bon, ce n'est pas des chiffres très précis parce qu'ils ne vont pas les compter en dessous de 20 poules, je crois, ils arrêtent de référencer les basses-cours. Je peux passer au diapo suivant. Alors, ça, c'était ce qu'a fait Betagro en 2017. On fait le projet un peu avant. Ils ont commencé à prendre en compte la question du bien-être animal avant qu'il y ait un standard en Thaïlande. Et donc, ils ont fait des espaces un peu plus grands pour les poules. On reste quand même sur un système de cage. Mais voilà, avec des perchoirs, avec deux, trois petites choses pour agrémenter la cage. Donc ça, c'est ce qui a été fait par Betagro. Oui. Et récemment, donc en 2020 et finalement finalisé en 2021, la Thaïlande a mis en place un standard sur le bien-être animal dans les poules pondeuses. Donc ça a été finalisé le janvier. Et la première ferme sous contrat CIPI était certifiée en février. Donc la première ferme de 12 millions d'œufs avec les nouveaux standards, donc plus de cage cette fois-ci, et on voit un petit peu cette fois-ci la litière, mais des perchoirs, des densités beaucoup plus réduites. Et c'est quelque chose sur lequel on peut s'attendre à, je sais pas, peut-être à 5-10% du marché dans les prochaines années, pas beaucoup plus. On part de zéro presque. Mais clairement, c'est une dynamique du marché. Les Thaïlandais aujourd'hui font un peu plus attention à ça. Les œufs vendus en supermarché, on voit des labels qualité apparaître sur les packagings depuis au moins 2-3 ans, de différentes natures. Là, peut-être qu'aujourd'hui, le label bien-être va percer un peu plus, sans cage en tout cas, va percer un peu plus. Par contre, tout ce qui est œufs sur les marchés, je
pense que ça va rester un marché de prix avec des pains vendus par quête de 30-40 œufs. Voilà, on reste sur autre chose. On Voilà passe pour à la partie. la deuxième filière. Oui, il y a peut-être des questions avant que l'on passe à la filière porcine. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie avicole? Il y avait des canards aussi. Bon, ça faisait un peu long, c'est pas tout mis. Il y avait une filière canard en Thaïlande en viande et en œuf. Enfin, en œuf de canne pour le coup. Et voilà. Si ces infos-là intéressent particulièrement quelqu'un, n'hésitez pas à nous le faire part, à m'envoyer un mail ou à Isabelle et puis on échangera là-dessus. Alors, il y a une question qui arrive. Est-ce qu'il y a des informations sur la poule reproductrice? C'est-à-dire, c'est de la génétique importée. La génétique, il n'y a que CIPI à ma connaissance qui a une génétique à eux sur la poule pondeuse. Sur les autres opérateurs importent principalement des génétiques d'autres pays. Il y a des quotas pour ça qui sont définis tous les ans. Est-ce que ça répond à la question, Christina? J'ai activé votre micro si vous voulez détailler votre question. Merci. Oui, en effet, comme il y a la description de la filière poule pondeuse et poule de chair, je me disais s'il n'y avait pas aussi une analyse ou une information plus approfondie sur la poule repro. S'il y a des opérateurs directs, s'ils font la multiplication ou la reproduction, s'il y a des GGP directs où ils s'importent et d'où ils s'importent. D'accord. Ça, c'est une information effectivement qu'on peut avoir sur certains. Enfin, on va rentrer dans le détail, mais il y a dans deux filières, c'est très différent. Poule pondeuse et poulet de chair. Poulet de chair, principalement, c'est du cob sur le marché thaï. Ils sont assez forts là-dessus. Sur les poules pondeuses, il y a un peu plus de variété sur les entreprises présentes, les entreprises étrangères présentes. Je ne sais pas comment je peux vous aider un peu mieux sur la question. Ouais, très bien, merci. On pourra échanger peut-être plus tard si vous précisez votre point. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Il y a alors, Laurent, on reviendra vers vous après le webinaire. Laurent était intéressé pour des informations sur la filière canard, la filière palmipède aussi. Donc, on vous recontactera, Laurent, et puis on organisera un échange avec Isabelle, Fabien et vous pour parler de cette filière, si vous voulez bien. C'est beaucoup plus traditionnel, enfin traditionnel, moins technologique. Ouais. Il y a des besoins, pour le coup. Il y a des besoins. Alors, Christina demande aussi quelques infos sur l'activité en canard en Inde. Oui. En Inde, je ne crois pas qu'il y ait de chiffres particuliers il n'y a pas de statistiques sur la dinde, c'est tout petit. On en voit dans les basses-cours, mais pas beaucoup plus. Ouais, c'est pas développé. Non, c'est pas commercial. Enfin, c'est pas en échelle de ferme commerciale. D'ailleurs, pour les Thanksgiving, ils importent. Donc, c'est pas assez. Ouais. Je vois l'heure qui tourne. Désolée, je vous presse un peu. On passe à la filière porcine. Ok. Donc voilà un élevage de porc assez classique. Ouais, c'est pas très très propre, c'est pas que pour la photo. Voilà, donc on voit du nourrissage par pompe pneumatique, des enclos qui sont pas forcément très très grands, mais bon voilà, avec des coins plus propres qui montrent que les cochons ont à peu près aux bons endroits pour faire leurs besoins. Donc, ça se passe plutôt bien. On voit pas d'oreilles outre déchiquetées, mais on de queue arrachée, donc tout va bien. Donc, ces élevages qui sont à peu près tenus, voilà, c'est à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, à nouveau la même pyramide. Donc,
La filière augmente fortement ces dernières années, donc ils sont à 1,3 million de tonnes, 34 millions de tonnes de viande. Ça représente à peu près un peu moins d'1 million de porcs charcutiers à 100 kg, ils sont abattus à 100, 105 kg, ça dépend du prix du marché. C'est essentiellement un marché domestique, sauf qu'avec l'ASF, c'est devenu un petit peu d'export avec les pays voisins en porc vivant et avec toujours le porc surgelé vers des pays un peu plus lointains, donc Japon et Hong Kong. Voilà, donc ça représente 10 millions d'animaux en cheptel, 1 million de truies, 80 000 verras, voilà, avec pour le coup des entreprises assez bien placées en génétique, Cipic qui a profité de son expérience chinoise, Thai Food Group qui se renforce, et Betagro qui est aussi présent sur un secteur un segment plus premium. Il y en a d'autres aussi, hein, il n'y a pas que, voilà. Donc très intégré au niveau de la génétique, et par contre, beaucoup de sous-traitance pour la partie grossissement, engraissement. Voilà, on peut passer à la suite. Donc on voit donc le standard GAP, c'est Good Agricultural Practice, donc il faut avoir un certain nombre d'animaux pour être, je crois que c'est au moins 20 cochons pour être dans la liste, enfin pour être référencé. Donc vous avez des très très grosses fermes qui produisent une bonne partie de la production, et vous avez aussi un grand nombre d'élevages familiaux en fait, qui vont avoir 15-20 cochons tout au plus, qui ne vont pas déclarer leur activité. On estime à 60 000 foyers au moins, et qui vont représenter au moins 45% de la production des porcs charcutiers. J'ai mis quelques indicateurs à peu près en essayant de moyenniser par rapport à ce qu'on peut avoir entre les statistiques officielles et les fermes. La répartition, c'est effectivement autour de Bangkok, dans les provinces où il y a de la population, dans le nord aussi, où il consomme pas mal de porc. Donc là, on est chez Thai Food Group, on voit un peu la partie reproducteur. On montre à peu près comment ils travaillent. Évidemment, c'est des photos officielles, donc ça ne veut pas tout vous dire. Là, on est chez Betagro, donc on est chez des parentaux, là. Donc des images un peu plus simples déjà, qu'on peut voir. Ensuite, là, on est chez CP à nouveau dans les fermes de multiplication, avec différents types d'organisations. Et là, on arrive sur des fermes beaucoup moins technologiques, plus simples, donc les fermes d'engraissement, de taille commerciale, donc soit sous bâtiment, soit semi-ouverte, donc avec une biosécurité déjà un peu inférieure. Et là, on arrive clairement dans les élevages familiaux, donc des choses très très basiques. On descend un peu de reproduction, et c'est quand même à la marge. Là, c'est des projets un peu récents, tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, avec effectivement tous les systèmes de contrôle, les nourrissages automatiques, les lampes à chaleur, la climatisation, on peut voir sur la photo d'après, sur les mangeoires. Les mangeoires avec les espaces qui correspondent à la norme. Donc on est sur des choses beaucoup plus standardisées, avec des boutiques qui n'abîment pas les pattes des animaux. Donc c'est à peu près comme ce qui se construit sur les derniers standards, avec tout un tas d'équipements intérieurs pour monitorer les fermes. Donc avec des logiciels derrière pour mesurer tout ça et les contrôles à distance. Ce qui peut les intéresser, je pense, à ce niveau-là, c'est peut-être tout ce qui est comportement des animaux, analyse des informations qui sont collectées, ou tout ce qui peut être équipements qui vont permettre d'individualiser la production et de comprendre quel animal, qu'est-ce qu'il consomme, est-ce qu'il a besoin de soins, Donc ça, c'est ce à quoi ressemble le système, avec les téléphones et avec les écrans de contrôle sur place.
Là, je vous ai mis un petit peu les dernières choses, enfin, les projets qu'ils ont sur plusieurs niveaux. Donc, on peut voir en Chine, mais ça arrive aussi en Thaïlande. On n'avait pas de problématique de place pour l'instant, mais avec les contraintes de biosécurité, finalement, ça commence à faire sens de bâtir sur plusieurs étages. Voilà. Donc, c'était pour la partie porcin. Est-ce qu'il y a des questions sur la filière porcine avant que l'on démarre la filière suivante? Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux différentes choses qui ont été évoquées, les différents besoins peut-être. Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, je vous propose de passer à la filière suivante, la filière bovine. Alors, le bovin, on change tout de suite de dimension. On est sur quelque chose de beaucoup plus simple. On va avoir des étables de ce type. La production est plus limitée. Donc, il y a certains animaux qui partent vivants par camion sur les frontières terrestres, Birmanie, Laos. Donc, c'est un marché qui est très, très loin de ce qu'on a en tête, mais voilà, c'est un marché qui existe et qui se développe doucement, on va dire doucement, pour être gentil. Alors, le problème, c'est qu'ils ont plein de types d'animaux qu'ils ont mélangés ensemble dans les chiffres. Donc, si on regarde le total, ça fait 6,2 millions de bœufs. Mais bon, dans ce qui correspond vraiment à ce qu'on pourrait compter, on est plutôt à 2 millions, 2,5 millions à peu près, pour faire des animaux qui vont servir pour la découpe. Les fermes sont assez petites, c'est assez logique. On est souvent sur on a 800 000 fermes de moins de 20 animaux, c'est vraiment des petites fermes. Le poids carcasse, bon, ça c'est les poids. Bref, bon, je sais pas si voilà, donc ça ressemble. Hein, les animaux sont souvent sur des terrains assez grands. Il y a assez peu d'herbe, donc ils cherchent de l'ombre, là ils peuvent. Et donc voilà, il y a des systèmes d'étable avec un peu des petites douchettes pour les refroidir, enfin des buses pour faire un petit brouillard plus rafraîchissant. Ils ont des problèmes sur le fourrage, il n'y a pas assez de fourrage, donc ça bloque le développement de la filière. Ils leur donnent du cassava, enfin du tapioca, ils leur donnent qui en donnent d'autres. Ils ont des sortes de grandes herbes qu'ils appellent herbes éléphants, donc, qui ont certaines propriétés en termes de fibres. Mais globalement, ils ont des problèmes de grossissement et de prise de poids pendant les périodes chaudes. Donc à partir de maintenant jusqu'à août, c'est un peu compliqué pour eux. Les animaux perdent un peu de poids. Voilà, j'ai pas beaucoup de choses sur les filières bovins. C'est peut-être en génétique, il y a des choses à faire. Je sais qu'il y a déjà des croisements qui ont été faits avec du charolais, limousin et autres, mais voilà, il y a plus de choses à faire. Ça. On passe donc à la filière lait. Oui, filière lait, c'est beaucoup plus intéressant en termes de développement. Donc, il n'y a pas très longtemps, la Thaïlande apportait encore moins 50% de ses besoins en lait sous forme de poudre. Aujourd'hui, ils ont réduit de manière significative ce chiffre. Ils arrivent à produire 1,3 million de lait. Donc, par rapport à ce qu'ils consomment, c'est très bien. Donc, ça, c'est une étable classique qu'on a vue ouverte avec la liste centrale. C'est très simple. J'ai mis ici leurs chiffres sur la génétique qu'ils ont développée. Donc, ils appellent ça la Tropical Holstein. Ils ont des problèmes sur la reproduction, ils ont des problèmes sur la quantité de lait produite, sur la durée d'adaptation. Il y a des choses à faire en génétique. C'est un marché qui est tenu par une partie par l'État avec les coopératifs, et une autre partie avec les fermes commerciales. Le ratio État et ferme commerciale, c'est quoi à peu près? C'est 50-50 ou l'État détient la majorité du...
l'État, à travers les coopératives et le DPO, le Dairy Promotion Organization, ça doit faire à peu près 35% et 65% de fermes commerciales. Il y avait beaucoup moins de fermes commerciales auparavant, donc il y a un vrai développement du secteur privé dans ce domaine. S'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir. Isabelle, tu veux rebondir sur ce que vient de dire Fabien? Je voulais demander à Fabien qui étaient les pays exportateurs de génétique en Thaïlande pour justement les bovins. Pour les bovins, en viande ou en lait, a en lait? priori. Tu dis que c'est En plus lait, développé. les Danois avaient pris le marché à un moment donné. C'était qui étaient les plus présents. Je ne sais pas qui d'autre importe de manière significative. D'accord. Mm. Et c'est de la Holstein, hein, majoritairement. Tropical Holstein. Après, il y a tout un. Alors, tous les ans, la Thaïlande fait un résumé de la génétique présente. Donc, c'est là d'où j'ai sorti ce tableau. Donc, qui présente toutes les bêtes qu'ils ont réussi à développer avec leurs paramètres et leurs pédigrés. Donc, c'est quelque chose de disponible. C'est moitié thaï, moitié anglais, si ça intéresse des entreprises. Et Donc, on peut, enfin, une entreprise de génétique privée peut aborder une coopérative en Thaïlande, même si elle est plutôt, on va dire, gérée par j'irais l'État. plutôt voir les fermes privées. Hein. Il y a des fermes de 3000 vaches en Thaïlande. Ça fait sourire quand on voit que la filière est en plein développement. Mais alors, la moyenne, c'est plutôt autour de 30, mais il y a des fermes très importantes et ça monte jusqu'à 3000. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai peut-être d'autres points sur l'idée. Ouais, alors le problème, c'est effectivement la production de lait par lactation, ça a un peu de mal. Problème de température. Ensuite, ils ont des problèmes aussi dans la logistique du lait. Donc, entre le moment où il faut récupérer le lait de ces petites fermes, les transporter sur un centre de collecte, retraiter le lait et l'envoyer sur des îles de transformation. Voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Ils ont des problèmes de microbio. Ils ont des problèmes aussi sur les animaux avec les problèmes de mammites. Et effectivement, les animaux souffrent de la chaleur aussi pour la production de lait, donc c'est pas idéal. Et pour répondre à la question d'Isabelle tout à l'heure, voilà, sur les élevages intéressants, c'est ceux qui vont être, voilà, c'est les 500 élevages de plus de 100 têtes qui vont permettre d'avoir, enfin, qui auraient des besoins ou des choses intéressantes. Moi, enfin, la génétique, oui, effectivement, même si je pense que le gouvernement contrôle pas mal la génétique, mais c'est possible. Mais même au-delà, sur la collecte du lait en lui-même, il y a des photos après, on peut voir. Il y a ça, bon, d'accord. Donc là, c'est comment s'organiser la filière. Donc, c'est vraiment les quotas sont définis par le gouvernement, ils gèrent les centres de collecte. Donc, c'est assez centralisé comme organisation, même si à côté de ça, il y a un secteur privé qui émerge. Il y a tout un programme pour les écoles pour donner du lait aux enfants, donc, qui a permis à la filière de se développer. Et aujourd'hui, le lait commercial commence à prendre une ampleur. Il y a peut-être 15-20 ans, c'était à peu près 50% qui partaient pour les écoles. Aujourd'hui, c'est plus une ration. Voilà, donc à gauche, c'est des fermes qui travaillent bien, avec du joli matériel, des nombres de vaches assez importants. Puis à droite, c'est les plus petites fermes, voilà, entre 30 et 50 animaux, qui font ça de manière plus simple. Là, je vous ai mis ici une technologie, je crois que ça résume assez bien le point. Donc, ils ont besoin de ces nébuleurs pour faire des brouillards un peu froids, pour refroidir les animaux. Mais les contraintes, c'est qu'il ne faut pas trop humidifier, il ne faut pas non plus... ça peut créer d'autres problèmes. Donc, partout, dans tous les élevages de taille importante, ils ont ce type de système.
Et celui-là, en plus, il avait la particularité de pouvoir faire des infections. On mélange un peu de désinfectant avec l'eau et on peut nettoyer quand les animaux ne sont pas là. Alors, normalement, on passe à la filière aquacole. Est-ce qu'il y a des questions sur la filière lait? N'hésitez pas, c'est le moment d'échanger et de poser vos questions. Je vois qu'a priori, il n'y a pas de questions, donc on va passer à la filière aquacole. C'est un paysage classique dans le sud de la Thaïlande, donc en bordure de littoral. Donc voilà, plein d'étangs avec probablement de la crevette. Un peu de poisson, ouais. Donc là, c'est une ferme de crevettes avec les équipements standards. Donc on voit le petit ponton, le nourrisseur automatique, on voit les aérateurs en ligne au fond du bassin. Alors, il y a quatre bras comme ça. Et en plus, des aérateurs en fond de bassin qui permettent de faire un peu d'oxygène en fond. On peut voir des petits fils rouges et des petits fils blancs en haut. C'est pour contrôler les oiseaux. Et les bâches en plastique qui font les bords, pas forcément le fond, mais au moins les bords. Donc, c'est la génétique CP sur la crevette, que vous voyez à gauche. Donc, c'est la vanamie, celle-ci. 300 000 tonnes, donc en nette baisse par rapport à ce qu'il y a eu avant, mais c'est quand même toujours significatif. Je vous ai mis quelques chiffres de la filière. En termes d'hectares de bassin, c'est un petit peu difficile les hectares de bassin en Thaïlande parce qu'ils n'ont pas un système de comptabilité assez précis sur les enregistrements de ferme et les bassins. Mais bon, ça donne une idée. Les PL, bon, ça c'est un peu plus crédible comme chiffre avec des taux de survie et des taux d'efficience assez intéressants, 9,7, c'est pas mal, par million de PL. Les densités, alors ils ont été sur des densités très élevées avant le problème de la mortalité, Early Mortality Syndrome, IMS. Et depuis, ils ont réduit un petit peu. Donc, il était facilement à 200 plus. Et aujourd'hui, on est quand même 150, 100, c'est pas mal déjà. Donc, le problème de la Thaïlande, c'est aussi le prix des crevettes, enfin le coût de revient. Donc, ils se focalisent plutôt sur des productions un peu plus haut de gamme par rapport au Vietnam ou à l'Inde ou l'Indonésie. Et ah oui, juste un petit peu avant. Si tu peux revenir un petit peu avant. Donc le marché est quand même très contrôlé par les quelques écloseries qui viennent fournir la génétique. Donc alors, la génétique CB pour les crevettes et des génétiques internationales type Benchmark ou d'autres groupes un peu moins en vue, mais qui fournissent la génétique pour la Thaïlande. Il y a un système de nursery aussi. Donc quand on achète ces PL, on peut les garder encore quelques jours dans une nursery avant de les mettre dans la ferme. Donc, il y a cette étape qui est parfois faite en ferme directement ou par nursery. Et les fermes que j'ai prises en taille commerciale, on va dire, parce qu'il y a beaucoup plus de fermes que ça, mais en échelle commerciale, 7 à 8 000 fermes. Donc, le problème aujourd'hui dans les crevettes, ça va être les problèmes de maladies qui restent dans les bassins. Donc, on a beau faire les vides sanitaires, il y a des problèmes de white faces qui sont très présents. Et on n'arrive pas vraiment à s'en débarrasser. Donc, ça devient un problème puisque si on relance une production tout de suite après, on risque d'avoir à nouveau la contamination et les crevettes ne vont pas se développer comme il faudrait. Donc, donc sur le white faces, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas bien à comprendre encore d'où ça vient. C'est probablement une combinaison de maladies ou de troubles qui vont créer un syndrome de maladie. Donc, comment ça se passe? Et sur le tube digestif de la crevette, ça devient un petit peu plus blanchâtre. La crevette arrête de manger. Donc, on va donner de l'aliment qui va pourrir le bassin. Et à la fin, ça tourne mal. Donc, il faut récolter assez vite. Et donc, c'est un peu contraignant là, pour les fermiers. Donc, ce premier problème-là. Deuxième problème,
contrôler les paramètres de l'eau. Ça se fait de manière assez empirique avec quelques tests. Certains essaient d'y mettre des systèmes automatisés, mais il faut pouvoir comprendre les données. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on lit telle et telle information. La biosécurité, donc on a des fermes qui sont ouvertes évidemment en plein air. Donc on met quelques fils pour empêcher les oiseaux de venir, mais les oiseaux vont aller manger d'un bassin à un autre et transporter les maladies. Les ouvriers aussi, qui ne sont pas forcément très motivés ou très formés pour utiliser les pédiluves et se désinfecter les mains. Donc ça, c'est tous ces problèmes-là qui peuvent aussi engendrer les maladies. Et alors si on regarde des fermes, elles se touchent vraiment les unes par rapport aux autres. Donc si quelqu'un rejette de l'eau sale ou infectée, quelque part, une autre ferme va pouvoir récupérer cette eau et être à nouveau infectée. Donc là, Thaïlande, on disait le problème des coûts. Donc c'est vrai que l'énergie et l'aliment sont les principaux coûts d'une ferme. Et l'énergie augmente chaque année. Donc c'est quelque chose sur lequel ils réfléchissent, comment utiliser les aérateurs, à quelle intensité, combien de temps, pour avoir quel degré d'oxygène dissous dans l'eau, et pouvoir ensuite avoir des élevages performants. Donc c'est aussi en lien avec le feed et les automatismes. Les futurs choix pour la filière, si on veut, on peut utiliser déjà de l'eau en recirculation dans des bassins ouverts. On peut avoir des bassins intermédiaires qui permettent de stocker de l'eau. Sur les nouveaux projets qui sont faits, c'est plutôt sous un environnement plutôt couvert, avec un contrôle total de la recirculation de l'eau, des paramètres de lumière, de température. Donc c'est quelque chose qui est très cher pour les fermes si elles veulent se convertir sur ce nouveau format. Donc on voit apparaître ce genre de bâtiment en Thaïlande, mais aussi au Vietnam d'ailleurs, par des grands groupes. Donc là on est en Thaïlande, c'est chez CP, donc on voit un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Ils annoncent des rendements 2 fois plus importants que sur des fermes en plein air, des réductions en eau de manière significative, et surtout une meilleure biosécurité. Sur la biosécurité, on vient les croire, mais par contre sur le contrôle de la biomasse, ça paraît encore très hasardeux et on attend de voir un peu les résultats. Mais voilà, enfin, c'est des projets qui ont une certaine ampleur, comme vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez parler des bassins classiques un peu autour, un peu dans le fond, vous voyez. Et les bâtiments blancs, c'est les tunnels qu'ils ont fait pour ces crevettes. On peut voir aussi des bassins de traitement d'eau usée aussi, donc ça ne va pas être que simple de gérer tout ce gras des aliments avant de relâcher l'eau dans l'environnement, s'il y a besoin de faire une décharge d'eau. Voilà, c'était pour la crevette. J'ai parlé essentiellement de la crevette vanamie, parce que sinon la Black Tiger et la Rosenbergie, c'est un peu plus marginal en production. Tilapia, s'il n'y a pas d'autres points. Il n'y a pas de questions, non, donc tu peux enchaîner, je crois. Tilapia, c'est plutôt une culture pour le marché domestique. Donc là, vous voyez des cages sur une évière. Donc simplement des flotteurs avec des filets qui viennent retenir les poissons, avec un peu d'oxygène qui est injecté dans l'eau pour éviter pour s'assurer qu'il y ait suffisamment d'oxygène et que les poissons ne s'asphyxient pas. Oui. Donc ils arrivent à faire 180 000 tonnes par an. J'ai l'impression que c'est un marché qui décline. C'est des technologies assez simples, même sur les écloseries. C'est des circulations d'eau avec des petits matériels pour rien de bien technologique. C'est plus un contrôle de la qualité de l'eau qui importe. Donc le segment cage qu'on a vu sur la première photo, c'est quelque chose qui est en train de perdre en volume, je pense, pour des problèmes de variabilité de paramètres de l'eau. C'est beaucoup plus compliqué de maîtriser ce qui se passe dans la rivière par rapport à un bassin. Donc, même si les produits, les poissons qui viennent des cages ont un bien meilleur goût que ceux qui viennent des bassins. Donc, on a cette logique-là. Et un peu comme les poules pondeuses, finalement, on a une logique finalement qui retourne vers une désintensification plutôt qu'une intensification.
avec des systèmes de production qui sont plus faciles à gérer. Voilà. Donc, c'était pour les présentations des différentes filières. Donc, on a des moments un peu contraires, avec des intensifications dans certains cas, et puis à l'opposé, plutôt des moments de recul vers des choses plus faciles à gérer, moins intensives. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 15 minutes. D'accord. Bon. Alors, en Thaïlande, les ministères se partagent différents morceaux d'autorité. Donc, parfois, c'est un peu confus, mais bon, j'essaie de mettre ça à peu près à plat. Donc, on a évidemment le ministère de la Santé avec la puissante FDA. On a le ministère de l'Industrie qui est quasiment inexistant avec les matières dangereuses, mais très en lien finalement avec la FDA. Le ministère de l'Agriculture et des Coopératives, donc c'est là où ça m'intéresse le plus aujourd'hui, avec 2 départements. Département de l'agriculture pour les plantes, donc ça c'est bien séparé, et le département de l'élevage, le Department of Livestock Development en anglais, qui est le département qui gère la production animale. On a aussi un ministère de la pêche qui gère la pêche côtière, halieutique, mais aussi l'aquaculture. Et on a après le ministère du Commerce qui va pouvoir aussi intervenir dans la définition de quotas. Donc sur la partie élevage, la division est assez simple avec les animaux terrestres pour l'élevage et les animaux aquatiques et amphibiens, donc les grenouilles sont dans le ministère de la Pêche. À l'intérieur de ces ministères, enfin ces départements, on a des catégories, donc les aliments, les prémix, etc., qui chacun ont leur propre réglementation, les minimums, les maximums, les teneurs en telle ou telle substance. Sur les infectants, ils vont se référer au GHS, enfin au standard GHS. Sur les additifs, ils ont leur propre réglementation selon les besoins nutritifs de chaque espèce. Et quand ils n'ont pas, ils prennent dans les règlements européens ou américains. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après les importations d'équipements génétiques, animaux vivants et semences, là, il faut des enregistrements de la ferme qui va exporter. Il faut la faire certifier. Il faut aussi avoir des certificats pour les maladies, mais ça, c'est classique. Voilà. Donc, si on prend un exemple, parce que chaque sous-sujet est un peu assez spécificité, mais bon, de manière très simple, les prémix, par quoi est-ce qu'il faut commencer? Donc, il faut commencer à regarder est-ce que les substances qui sont contenues dans le produit sont connues en Thaïlande, ont déjà été référencées au catalogue, ou pas. Donc, le cas où ça peut être non, c'est si par exemple on utilise des huiles essentielles d'une certaine partie de la plante, peut-être que ça aurait été enregistré pour la racine mais pas pour la tige, des choses comme ça, un petit peu dans la nuance, ou des ingrédients un peu nouveaux qui ne seraient pas été catalogués avant. Donc ça complique un petit peu l'enregistrement. Sinon, si le produit est connu, pas de souci. On peut aller à l'étape suivante, c'est-à-dire faire le dossier produit avec les différents documents requis. Donc rien de bien particulier, les specs, la formule, l'analyse des ingrédients, les fiches techniques des ingrédients, certificat d'analyse, étiquetage, produit, photo, procédé de fabrication, certificat de vente. Voilà. C'est assez classique. Le test de stabilité, c'est un petit peu plus compliqué. Ils veulent s'assurer que si on met des vitamines, par exemple, les vitamines vont résister à un climat tropical pendant 12 mois, 24 mois. Donc, il faut arriver à prouver ça. Ça peut faire l'objet d'une demande d'échantillon et de test en Thaïlande. Et c'est un procédé en total, si on est sur un produit assez simple, entre 4 à 6 mois tout au plus. Enfin, ça dépend effectivement de la complexité du produit, mais ça peut aller assez vite. Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est qu'ils vont vraiment aller dans le détail de la présentation du dossier. Et c'est pas forcément très cher, par contre, c'est très pointilleux.
Donc, c'est un enregistrement par importateur. C'est un enregistrement nominatif qui dépend de la licence de l'importateur. Et si vous voulez un deuxième distributeur dans le pays, il faudra qu'il recommence la même démarche en tant qu'importateur. Et ces enregistrements ne sont pas accessibles, on ne peut pas les transmettre, ils dépendent uniquement de la personne qui l'a enregistré. Là, c'est un exemple d'étiquette. Alors, il faut faire des étiquettes selon un standard à eux. Je crois qu'il a encore changé sur les produits chimiques, donc on ne va pas forcément s'attarder là-dessus, mais ce qui est important peut-être, c'est qu'il faut faire apparaître le nom du producteur, ce qui peut être un peu délicat parfois. Alors, donc, je ne fais pas les flèches. Non. Ok. Comment ça se passe si je vais travailler sur un schéma classique? C'est le producteur ou l'exportateur qui envoie ses produits à un importateur-distributeur qui est en charge de l'enregistrement. Donc, il va vous demander sur un tas de documents, y compris la formule, les ingrédients, la façon dont c'est fabriqué. Il pourra l'importer et le vendre à ses clients. Si demain, vous avez un deuxième client importateur, il faudra recommencer la démarche, redonner ces informations, etc. Donc, ces enregistrements sont valides le temps de la licence de l'importateur, qu'on doit renouveler tous les ans. Et dans le cadre de produits chimiques, c'est 5 ans, 6 ans, 6 ans. Donc, ce qu'on a proposé à plusieurs entreprises bretonnes, c'est ce format qu'on a construit en fait avec plusieurs entreprises bretonnes. C'est un format où notre entreprise devient l'importateur. On met sur le marché le produit des entreprises bretonnes et on le vend aux conditions définies par l'exportateur aux clients désignés. Donc, le prix, on fait quelque part un service de logistique plus, on met sur le marché le produit après l'avoir enregistré. Donc, c'est l'avantage de ne pas donner l'information exacte de tous les produits à tous les distributeurs. On peut partager l'information entre nous et que ça reste assez confidentiel pour la partie un peu plus technique. Ça vous permet aussi de distribuer à plusieurs distributeurs sans que l'un le sache par rapport à l'autre. On est capable de gérer une commande et un conteneur et de le séparer en deux pour deux clients. Vous pouvez avoir un stock éventuellement en Thaïlande, si c'est ce que vous souhaitez, on le gère pour vous. Et ça vous permet d'être représenté sur place sans avoir de frais fixes, entreprise ou de salarié. Voilà, donc c'est un système qu'on a mis en place à adapter s'il y a des besoins particuliers. Écoute, je pense qu'on peut aborder la conclusion. Je ne vois pas de questions arriver. D'accord. On va poursuivre pour le dernier point, pour la conclusion. Ah, okay. Si, j'ai Thomas, excuse-moi, Fabien, qui a levé la main. Je vais lui céder la parole. Bonjour Thomas, normalement votre micro est activé, c'est bon pour vous. Il faut activer votre micro, Thomas. Okay. C'est bon? J'essaye d'activer mon micro. Je sais ça pas y est, si c'est ça bon. On vous entend. On vous entend. Bonjour Thomas. Bonjour. Non, j'avais juste une question par rapport à l'accessibilité aux listes positives des produits ingrédients autorisés en Thaïlande. Pour avoir pratiqué pas mal d'enregistrements en Asie en aquaculture, il est souvent très compliqué de réaliser ces enregistrements. On a d'ailleurs essayé d'en faire en Thaïlande et on a échoué, on a eu beaucoup de mal. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple sur le Vietnam, sur lequel on a aussi beaucoup travaillé, que l'accès aux listes positives nous permettait de mieux formuler nos demandes. Donc, je voulais savoir si vous avez effectivement la possibilité de nous faire accéder à ces listes positives de produits autorisés. Ici, il y a des choses ils ont des réglementations sur lesquelles il faut apparaître qu'est-ce qui est autorisé. Après,
il y a des catalogues en ligne sur tout ce qui va être probiotique et autres. Ça, c'est disponible en ligne. Parce qu'en fait, la procédure que vous avez enfin, c'était une autre question que j'avais, mais la procédure que vous nous avez expliquée, à partir du moment où les produits ne sont pas déjà sur les listes positives, ça prend combien de temps? Ça dépend de quoi c'est. Mais si vous avez des études sur la matière en question, la substance en question, ça peut être accepté en, moi, je dirais au moins 6 mois, tant qu'ils se rassemblent. Ça fonctionne sous forme de comité toutes les 2 semaines, un peu moins maintenant avec le Covid, mais ouais. Donc ils font un comité avec des docteurs sur certains sujets et ils ont un agenda assez chargé, donc ils balayent les sujets rapidement. Il faut préparer les présentations. D'accord. Et donc la dernière question, un petit peu plus peut-être subjective, mais est-ce que vous êtes, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un peu une mainmise de CP sur ces comités par rapport à l'enregistrement de produits venant de l'extérieur? Je vous parle d'expérience. Nous, on n'a pas passé ces fameux comités, justement, et on s'est posé la question de savoir quel était l'impact ou la puissance de CP à ce niveau-là par rapport à la concurrence internationale. Je me doute qu'il y aura des fuites d'infos dans ces comités, c'est certain. Par contre, est-ce qu'ils ont la capacité de bloquer, de ralentir? Oui, mais à force d'efforts, on y arrive. C'est vraiment dans. Il faut comprendre ce qui est demandé. Souvent, il n'y a pas de blocage politique, c'est plutôt il y a un formulaire, il faut le remplir de cette manière, et tant qu'on n'arrive pas à le présenter de la manière dont ils veulent, ils vont dire non. C'est aussi simple que ça parfois. Ok, mais il n'y a pas des membres des comités qui sont des membres de CP ou des membres des grandes entreprises J'ai envie de dire, c'est un peu comme le médicament en France ou ailleurs. Il y a du lobbying forcément qui joue, je pense. Voilà, c'est des intérêts un peu moins directs, mais effectivement, des gens qui se connaissent, ça, oui. Mais faut pas croire, hein, quand CP fait enregistrer des produits, ils doivent passer par un procédé assez proche, hein, surtout que maintenant il y a des procédures en ligne, on peut pas vraiment, c'est fini le temps où on passait derrière le comptoir du département et on leur expliquait comment remplir. Ça marche plus. Voilà. Ok. Merci pour vos réponses. Tu pourras donner, peut-être Fabien, on pourra rajouter une diapo avec la liste des sites web dont tu parlais, où il y a ces listes de produits autorisés. Peut-être qu'on pourrait rajouter ça dans la présentation pour faciliter l'accès à chacun. On va rajouter ça dans la présentation. Il y a Émilie aussi qui a demandé la parole. Émilie, je vais activer votre micro. Vous m'entendez? Oui, bonjour Émilie. Bonjour. Moi aussi, c'est par rapport à l'aquaculture. J'aurais une question. À un moment donné, vous avez dit, alors j'ai pas bien compris, donc c'est pour ça que j'aimerais une clarification, que la licence qu'un importateur est à renouveler tous les ans, c'est ça que vous avez dit? Oui, en fait, c'est une licence générale pour être considéré comme importateur de feed ou de prémix. Donc, c'est une licence assez simple, hein, mais c'est l'importateur qui doit le faire et s'il ne le fait pas, il perd ses enregistrements. D'accord. Donc, nous, si notre produit est enregistré, ça ne nous impacte pas, sauf s'ils perdent leur licence. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. S'ils ne le font pas ou si l'entreprise va mal et qu'il y a un problème d'actionnariat ou quelque chose de ce type, et que l'entreprise ne renouvelle pas à temps ses licences, vous perdez l'enregistrement de en Thaïlande. D'accord, ok. Donc, ça quand même, oui. Ok. D'accord. Merci pour la clarification. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais désactiver le micro d'Émilie si c'est OK pour cette question. Parce que, oui, pour compléter, les enregistrements, c'est quand même, ces licences et autres, ce sont les directeurs, les actionnaires, les personnes qui ont droit de signature, qui doivent re-signer tous les ans des documents, s'engager pénalement sur s'il y a des risques. Donc, si l'entreprise avec qui vous travaillez a le moins de problèmes, c'est quelque chose qui disparaît très vite. Voilà.
On peut poursuivre, je pense. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Alors bon, c'est vrai que c'est une conclusion un peu plus large que ce qui a été présenté, mais bon, la Thaïlande, c'est finalement un système assez intégré entre l'agriculture, l'élevage et le pet food dont on n'a pas parlé, mais il y a des échanges assez intensifs avec la pêche aussi. Donc toutes ces matières végétales, animales sont bien valorisées, bien retravaillées par différentes filières, grâce à un outil industriel bien présent et assez dense. Aussi grâce à une main-d'œuvre qui aujourd'hui coûte pas trop cher, même si ça commence à changer. Il y a un vrai savoir-faire dans les productions végétales, en termes sur le riz, sur la génétique du riz, enfin, sur le sucre. Il y a des sujets où les Thaïlandais sont très bons, les fruits. Ils savent exporter. Ils sont exportateurs nets de protéines. On peut aussi compter en mètres cubes d'eau, aussi c'est une façon de compter, mais c'est des chiffres très impressionnants. Ils savent discuter d'accord avec les pays, les grandes puissances pour avoir des droits privilégiés. Alors, ils ont perdu leur GSP, mais bon, ils ont pendant très longtemps un GSP alors qu'ils étaient assez développés. Ils continuent d'avoir accès à des marchés en monnayant des standards, des normes qualitatives. Et il y a un environnement financier, logistique très, très développé pour lequel c'est très facile en tout cas de travailler dans ce pays. Voilà. Donc les problèmes de climat pour les limites de l'élevage. Gros point négatif, c'est le problème qu'on va importer le soja, on va importer le maïs. C'est des choses qui peuvent affecter l'élevage. Et la main-d'œuvre qui va commencer à être un peu plus compliquée à obtenir, en tout cas dans les coûts actuels. Et le savoir-faire en production animale, on l'a vu sur la viande bovine, par exemple, sur le lait, où il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore, qui pourraient être mieux faites. Mais à l'inverse, sur les crevettes, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce qu'ils ont fait. Voilà, donc pour résumer sur ce qu'on a couvert dans cette présentation, sur les porcs, moi je vois des choses en biosécurité. Là en ce moment, c'est l'ASF qui domine les sujets. Donc désinfectants, mais aussi protocoles qui vont permettre de filtrer l'air à l'entrée des fermes, peut-être des aliments qui vont renforcer l'immunité. Ça, c'est des choses qui peuvent intéresser. Le sang antibiotique qui se développe, c'est moins flagrant que dans le poulet de chair, mais ça commence. Donc poulet de chair, la génétique autre que CIPI. Je pense qu'il y en a d'autres acteurs qui sont intéressés d'aller faire la concurrence à CIPI. Et pareil, le sang antibiotique, c'est vraiment la grosse tendance, avec tout ce qui va être phyto et autres produits en additifs. Les crevettes, alors, je vois beaucoup d'axes sur les crevettes, entre la nutrition, la santé, où il peut y avoir des produits intéressants dans les additifs. Tout ce qui peut être automatisme, gestion de ferme, ça c'est quelque chose qu'on voit apparaître depuis 1 an ou 2 avec des solutions, on va dire, asiatiques, et la gestion de l'énergie. Donc, qui est un problème sur lequel ils ont encore un peu plus de mal comparé à la Chine. La Chine, ils ont résolu le problème de l'énergie. Sur l'œuf, donc on a vu la nouvelle orientation vers le bien-être animal, le sans-cage, ce qui va impliquer des changements un peu de technologie, de conduite d'élevage, voire de bâtiment. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut y avoir je pense en Bretagne, il peut y avoir des choses à faire, notamment le fait que l'Europe et la France sont plutôt en avance sur le sans-cage. Et le lait, alors le lait, beaucoup de sujets aussi, sur la partie technologie, sanitaire, sur les équipements. C'est pas forcément le marché le plus simple d'accès, mais c'est un marché qui peut représenter beaucoup, avec des appels d'offres par le gouvernement ou des entreprises privées qui ont des besoins. Voilà. Merci pour ce petit récap des différents besoins dans les différentes filières. On arrive au terme de ce webinaire. Je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Bon, de toute façon, comme je l'ai dit tout au long de
de ce webinaire. On est à votre disposition maintenant pour échanger plus en détail sur vos problématiques respectives et puis vos projets de développement en Thaïlande. Donc surtout, n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous auprès d'Isabelle, votre chargée d'affaires, qui fera le lien avec Fabien. Encore une fois, c'est très facile d'organiser des visios ou des échanges téléphoniques. On est à votre entière disposition. Donc, merci encore une fois à toutes et à tous pour votre mobilisation ce matin et votre présence à ce webinaire. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir partagé ton expertise. Merci pour la présentation. Merci, Isabelle. Merci. Ta présence avec nous. Je voulais juste demander à Fabien, prochain rendez-vous, ça sera peut-être le 22 septembre à Bangkok, si le Vive SIA aura lieu, le fameux salon justement des productions animales. Oui, alors ils vont faire une conférence en avril sur Internet. D'accord. Mais à la date où l'événement aura dû avoir lieu. Et ils vont essayer de faire l'événement physique en septembre, effectivement. D'accord. Ok. Parce que c'est vrai que c'est un salon qui intéresse énormément de nos entreprises bretonnes. Donc, bon, on Alors essaie. oui, pour venir en Thaïlande aujourd'hui, les conditions, c'est évidemment pas avoir le Covid, c'est certain. C'est de trouver un avion sur des vols semi-commerciaux, c'est-à-dire que c'est pas des lignes régulières. Et il faut avoir un certificat d'entrée de la part de l'ambassade. Et une fois qu'on a tout ça, il faut passer 15 jours à l'hôtel à ses frais pour la quarantaine. Ouais. Donc, oui. C'est assez dissuasif. C'est possible, mais dissuasif. Ouais. Pour l'instant, c'est compliqué, on va dire, pour un voyage d'une semaine sur place. Ça fait... Oui, pour l'instant, oui. Mais ça devrait s'alléger. On vous tiendra au courant de toute façon pour la tenue ou non du salon Vivasien, puisque ça fait partie des salons sur lesquels on accompagne les entreprises bretonnes depuis des années. Donc, évidemment, on vous tiendra informé. Merci encore une fois. Avant de nous quitter, alors vous allez voir, quand vous allez vous déconnecter de ce webinaire, vous allez tomber sur un petit questionnaire. Je vous remercie vivement par avance de bien vouloir prendre une petite minute pour y répondre. C'est important pour nous d'avoir vos retours et vos suggestions pour de nouvelles thématiques pour de prochains webinaires, d'avoir votre retour sur la qualité du contenu de ce webinaire. Merci beaucoup de prendre une petite minute pour répondre à ce questionnaire. Je vous ai mis dans la fin de la présentation, donc, que vous retrouverez également sur BCI Info, les coordonnées d'Isabelle, votre chargée d'affaires, les coordonnées de nos collègues en CCI territoriale pour tous les aspects aussi techniques et réglementaires pour vous aider dans vos démarches export, et puis les coordonnées de Fabien, qui lui aussi est à votre entière disposition pour répondre plus amplement à vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. À très bientôt pour de prochains webinaires. Le prochain mardi de l'Agri est dédié à la Chine le 6 avril. Beaucoup d'entre vous y sont déjà inscrits, mais si ce n'est pas le cas, donc les inscriptions sont toujours ouvertes, évidemment, pour les prochains mardis de l'Agri. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.